Bonsoir, joie et bonheur que de se retrouver pour une nouvelle semaine estivale. Alors non, n'amenez rien, on s'occupe de tout. On a dressé le buffet d'informations et même les verrines de curiosité. Bonsoir à vous, chers amis autour de la table. Bonsoir. Et l'actualité, c'est cette pétition contre la loi Duplon qui bat tous les records. Le seuil du 1 million de signatures est largement dépassé. Une première historique qui a obligé la présidente de l'Assemblée nationale à réagir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut entendre ce que nous disent les Français. Il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors la loi Duplon, qui prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide interdit depuis 2018, est-elle une future bombe politique? Est-ce la réappropriation du débat sanitaire par les citoyens ou une nouvelle incrimination de certains agriculteurs qui affirment se battre pour survivre? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, cette année, ont décidé de tout donner au niveau bronzage, même si ça prend un peu de temps avec les spots du studio, à savoir Théophile Cossa et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, Théophile. Est-ce que vous seriez prêt à vous faire opérer par un robot? Pas par un chirurgien humain, non, par un robot autonome. Pas sûr. Ouais, je vous sens un peu fébrile. Et pourtant, c'est peut-être l'avenir. La chirurgie du futur, je vous raconte comment ça marche. Et vous, Marjorie? Peut-on manger une œuvre d'art? C'est en tout cas ce qui s'est passé il y a quelques jours au musée Pompidou-Metz. La banane la plus chère au monde a été croquée une nouvelle fois, cette fois par un visiteur. Eh bien, écoutez, on a hâte d'entendre tout ça. On vous retrouve en fin d'émission. Car avant ça, bon, je dois vous avouer que si comme métier, je n'avais pas fait présentateur de 28 minutes par saison chaude, eh bien, j'aurais fait inspecteur. Et oui, un chapeau, une gabardine, une grosse moustache. On part en filature avec un journal ouvert et troué pour pas se faire prendre. Mais le métier d'inspecteur, c'est un peu différent en fait. Et oui, Franck Tillier le prouve à chacun de ses romans à succès. Et une nouvelle fois, dans son dernier ouvrage, qui nous plonge dans le monde de la psychiatrie et des couloirs parfois très sombres du cerveau humain, Franck Tillier arrive tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Franck Tillier. Bonsoir. Alors vous êtes bien sûr écrivain. Votre nouveau livre à retardement, publié chez Fleuve Noir, c'est forcément un polar. On va en parler. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Julia Honest. Bonsoir. Alors Franck Tillier, si je ne me trompe pas, nous sommes lundi. Et le lundi, c'est un jour un peu particulier pour vous parce que je crois que ce jour-là, vous lisez ce que vous avez écrit la semaine précédente. Est-ce que vous l'avez fait déjà ce matin ou cet après-midi? Oui, tout à fait. Parce que je suis déjà plongé dans le suivant. C'est toujours très décalé entre la sortie de à retardement et puis moi où je suis dans mon travail. Oui, alors c'est même plus que la semaine précédente, c'est tout depuis le début en fait. C'est-à-dire que chaque lundi, je relis l'intégralité de ce que j'ai écrit. Donc au début, quand on commence à écrire, ça va très vite. Et puis quand il y a 200, 300 pages qui sont déjà écrites, on passe son lundi à relire parce que j'ai besoin d'avoir vraiment une cartographie très précise de mon histoire pour pouvoir la poursuivre. On sait déjà de quoi ça parle alors? Oui. Amnésie, insomnie, somnambulisme, et puis tout ce qui est trauma, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Bref, parfait pour un polar. Et en plus, vous savez que vous avez vraiment le profil idéal pour être invité de 28 minutes, et vous allez voir pourquoi. Olivier Boucreux va vous l'expliquer. Franck Tillier, vous êtes l'un des maîtres du polar français et vous auscultez nos cerveaux au scalpel. Pour sonder l'âme humaine jusque dans ses zones les plus floues, vous avez le profil idéal. Moi, ce qui me fascine dans l'écriture des polars, c'est tout ce qui a trait au fonctionnement de l'être humain et au dysfonctionnement. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage, qui peut être un ami, un frère, va à un moment donné franchir les frontières et par exemple commettre un meurtre. 1973, vous poussez votre premier cri d'effroi à Annecy, par hasard. Pas de lien avec la région, vos racines, les vraies, sont dans le bassin minier. Les Tillier y vivent depuis le XVIIe siècle. À 12 ans, vous découvrez Stephen King et Agatha Christie, une révélation, l'envie de comprendre le mal, de le raconter. Plus tard, vous étudiez l'électronique à Lille pour devenir ingénieur. Le jour, vous programmez des machines, la nuit, des intrigues. Les seules choses qui réussissent encore à me faire peur, c'est ce que j'écris effectivement quand je suis face à mon ordinateur et qu'il fait sombre tout autour. Et que je suis vraiment plongé avec mes personnages et que j'écris des choses assez horribles qui se déversent de mon esprit. Depuis Train d'enfer pour Ange Rouge, plongé dans la psyché d'un tueur, jusqu'à Labyrinthe, piège mental, La Faille sur la mémoire ou Norferville, huis clos communautaire, vous bâtissez une œuvre sombre et précise. Vos thrillers vendus par millions explorent nos troubles, folie, perte d'identité, culpabilité, toujours au bord de la rupture. Et face à ces fractures, le lecteur se retrouve lui aussi dans le miroir.
À retardement, votre dernier roman en est l'exemple le plus fort. Vous y plongez dans une unité pour malades difficiles entre psychiatrie et justice. Pour écrire juste, vous vous immergez, animez des ateliers d'écriture. Impact, comprendre avant d'inventer. Derrière le mot schizo, il y a des êtres humains prisonniers de leur cerveau, écrit votre personnage de psy. Votre méthode est simple, le matin vous écrivez, l'après-midi vous peaufinez, chaque lundi vous relisez tout. Pas de style pour le style, mais de l'impact. À chaque chapitre, une question. Que va ressentir le lecteur ? Je fonctionne par images, et ces images, j'essaye de les retranscrire dans des chapitres. Et cette succession de chapitres crée une espèce de film que le lecteur visualise parfaitement à la lecture. Un thriller, selon vous, ne doit pas seulement captiver, il doit éveiller. Si je peux glisser une vérité dans une bonne histoire, alors j'ai réussi. Voilà, Franck Thillier, À retardement, votre dernier roman. Alors pour ce livre, vous dites toujours, voilà, moi j'ai une exigence de vérité. Et pour ce livre, vous vous êtes immergé donc plusieurs jours dans une unité pour malades difficiles. Pourquoi vous avez voulu aller faire finalement, vous enfermer avec ces malades-là pour essayer de déconstruire des clichés ? Oui, c'est vrai que ce sont des lieux qui fascinent, hein, parce qu'on imagine la folie la plus pure à l'intérieur. Effectivement, les UMD, il y en a 11 en France. On y accueille les patients les plus dangereux et qui souvent sont passés à l'acte, c'est-à-dire qui ont commis des crimes. Et on se demande ce qui se passe derrière ces murs. Il existe quelques reportages, parfois une caméra a réussi à rentrer, mais c'est souvent beaucoup de sensationnalisme. Et j'avais envie de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, ce qu'était la psychiatrie aujourd'hui, la maladie mentale. On en parle beaucoup, on est en 2025, l'année de la maladie mentale. Et puis, c'est aussi un lieu qui s'adapte bien à un polar, évidemment, parce voilà, et ça fait aussi travailler les fantasmes, et ouais, c'était très intéressant de s'y immerger. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez vu pendant ces 3 jours en UMD ? Est-ce qu'on y voit des patients qui hurlent ? Est-ce qu'on y voit des camisoles ? C'est un peu comme ça qu'on se les imagine. Oui, on a l'image de la psychiatrie qui remonte aux années 50-60. Les camisoles, aujourd'hui, ça n'existe plus, par exemple. Ça, c'est resté, mais ce sont des images qui restent dans l'inconscient collectif. Alors, c'est très impressionnant quand on arrive quand on voit déjà l'UMD de l'extérieur, parce que c'est vraiment très austère. Il y a une grande enceinte, un mur de 3 à 4 mètres de haut, puis ça fait vraiment un peu prison, quoi. On passe tout un système de sécurité. Moi, je me souviens, j'avais un stylo dans la poche, on passe sous un portique. Ah, vous avez un stylo ? Je ne pouvais pas rentrer avec, parce qu'on imagine très bien qu'un stylo, c'est une arme, et souvent on le perd. Et donc là-bas, chaque élément est très important. Voilà, il y a tout un protocole de sécurité. Je m'attendais à des hurlements, des cris, et c'est pas du tout ça. C'est très calme, au contraire. Il y a beaucoup de couleurs, c'est-à-dire qu'en finalement, on essaye quand même dans ces lieux. Ce sont des lieux où on soigne les gens, en fait. C'est pas une prison. C'est un lieu d'enfermement où on soigne les gens. Oui, parce que l'enfermement est nécessaire, parce que ce sont des gens qui sont dangereux, initialement. Ils sont en crise, il n'y a rien qui peut les soigner. Donc il faut les enfermer, et après on essaye de comprendre ce qui leur arrive, et on essaye de les soigner. Et en échange de ces 3 jours d'observation, vous avez donné des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que ça a donné ? Oui, alors ça m'a beaucoup stressé quand on m'a annoncé de dire on veut bien vous accepter, mais en même temps, il faut que vous apportiez un petit quelque chose. Vous êtes écrivain, donc vous allez ramener un peu de tout ce qui a trait à l'écriture. Alors on a monté ça, évidemment, j'ai monté ça avec la psychologue de l'établissement, qui a l'habitude de travailler avec eux, de proposer des activités, parce que, en fait, ce qui est aussi important, c'est qu'évidemment, il y a toute cette chimie qui va soigner les patients. Et le soin de la maladie mentale passe par un traitement, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Mais il ne faut pas oublier que finalement, le soin et le bien-être des patients, ça passe aussi par le regard de l'autre, montrer aussi que la vie dehors existe encore et qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à eux. Donc en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui vient pour essayer de comprendre comment ça se passe dans ces établissements, ils sont très ouverts, ils ont envie d'expliquer ce qu'ils ressentent. Et ils ont répondu à tout un tas de questions vraiment extrêmement intéressantes que je retranscris dans le livre. C'est ça, oui. Alors, la santé mentale, c'est au cœur de votre livre. Et en fait, en même temps, vous exposez aussi ce qu'on voit souvent dans les journaux télévisés. C'est vraiment cette vision qui divise entre la police et les psychiatres. On voit finalement 2 professions qui ne s'entendent pas sur la finalité à donner aux actes commis par ces personnes. Oui, ça résulte de l'incompréhension des gens par rapport à comment appréhender des gens qui commettent des actes abominables comme cela. Quand vous avez un crime absolument terrifiant qui est commis, horrible, et qu'on attrape la personne, et que finalement, il n'y a même pas de procès, lors d'un jugement, on dit voilà, la personne qui est là n'est pas responsable parce qu'il y a une maladie mentale qui fait qu'au moment de l'acte, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le mot irresponsabilité, il fait très très mal en fait
aux gens, et surtout aux familles des victimes. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que cette personne, elle aille en prison, qu'elle paye et qu'elle explique ce qu'elle a fait. Or, la maladie mentale empêche cela. Et finalement, on voudrait que les gens aillent en prison, mais c'est beaucoup mieux, enfin, c'est beaucoup plus sécuritaire pour la société si la personne va en établissement psychiatrique, parce qu'en fait, elle va y être soignée, alors qu'en prison, on ne soigne pas forcément les gens peuvent en ressortir. Là, tant que ça se passe mal, la personne elle reste dans l'établissement. Et donc, finalement, c'est la meilleure place pour des gens qui souffrent de ces maladies. Franck Tillier, vous êtes ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est un peu vulgaire de le dire, un poids lourd quand même de l'édition, et notamment en polar. Et on va voir avec vous, Julia, que le polar, c'est un genre très largement encore dominé par les hommes. Les femmes autrices ont du mal à se faire une place. Oui, alors en France, il y a bien sûr la papesse Fred Vargas, ou plus récemment Marie Vintras ou Céline Dangean. Vous les avez peut-être lues, Franck Tillier. En tout cas, elle figure dans le top 100 des polars les plus vendus en France en 2024. C'est plutôt donc une bonne nouvelle, sauf que si on regarde de plus près ces chiffres, on voit que les écrivaines françaises de polar, en fait, il y en a très peu dans ce classement, 7 seulement. En fait, les Français préfèrent lire les autrices de polar venues d'autres contrées, notamment les États-Unis, vaste contrée du polar, avec Lise Moore, par exemple, son dernier livre, Le Dieu des bois, sorti en France en mars dernier, Grand Prix des lectrices Elle 2025, véritable best-seller aux États-Unis, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Même Barack Obama et le grand maître Stephen King sont fans d'elle. Son style, c'est du thriller psychologique matiné d'une touche de féminisme. Il y a aussi une autre autrice de plus en plus connue, Freida McFadden, autre écrivaine américaine qui domine le marché. Elle est en ce moment en tête des ventes de polar en France avec La femme de ménage. Alors, Franck Tillier, pourquoi selon vous, les autrices françaises, quand on compare justement aux écrivaines étrangères de polar, pourquoi les autrices françaises ont du mal à se faire une place ici? Pourquoi elles manquent de visibilité? Oui, alors c'est vraiment en train de changer en ce moment, parce que alors, les 3 autrices que vous avez citées, je les ai lues, elles sont extraordinaires, elles proposent vraiment des histoires très différentes dans des domaines très différents. Et ces autrices-là, elles se sont rendues compte, elles et d'autres, qu'effectivement, il y avait ce phénomène que les autrices étaient un peu en retrait. Et c'est vraiment en train de bouger. Il y a des groupes qui se créent, comme les Louves du Polar. C'est justement un regroupement d'autrices qui se mettent ensemble pour faire des conférences ensemble, pour aller dans les salons ensemble, pour justement montrer que les femmes françaises sont capables d'écrire des polars. Et moi, j'adore lire des autrices. Je pense qu'il y a le regard des gens qui se disent... Si vous deviez nous donner des conseils de lecture de femmes... Oui, il y a Fred Vargas, vous la connaissez, mais c'est une tendance extraordinaire. Elle écrit vraiment du thriller dur. Marie Vintras a vraiment des histoires à ambiance. Il y a Karine Gibel, le roman très, très psychologique. Il y a Sonia Delzong qui écrit autour de la nature. On en parle beaucoup en ce moment. Et on voit la diversité de ces autrices. Et nous, on est très heureux, enfin moi personnellement je suis très heureux d'en voir de plus en plus. Elles existent, elles sont nombreuses, elles demandent juste à émerger. Mais c'est parce qu'en fait il y a quand même les gens qui pensent qu'une femme est incapable d'écrire des choses aussi terrifiantes que les hommes, alors qu'en fait elles sont aussi capables d'avoir des histoires aussi tordues que nous. Et ben en tout cas voilà, une histoire tordue, c'est celle-ci, c'est À retardement, votre dernier livre, Franck Tillier, publié au Fleuve Noir. Et puis alors si on est nostalgique, si on a envie de mener des enquêtes, même sur la plage, un peu les meilleurs maillots de bain, c'est votre cahier de vacances pour adultes, les cahiers d'enquête de Franck Tillier. Jeux et énigmes pour vous guider. Ce qui peut vous rassurer, chers téléspectateurs, c'est que même Franck Tillier n'arrive pas à les résoudre, ces énigmes qu'il a écrites lui-même. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Merci beaucoup, Franck Tillier, d'être passé ce soir à 28 minutes. Merci beaucoup. Allez, passons maintenant à notre débat. T'as signé la pétition contre la loi du plomb? Eh bien, c'est la question que l'on entend le plus ces jours-ci dans le pays. L'été est généralement peu propice au débat de société, mais le succès de la mobilisation contre la loi visant la possible réintroduction d'un pesticide interdit depuis 2018 est en train de faire bouger les lignes. Le succès de cette pétition, alors, est-elle le signe d'une inquiétude sanitaire ou d'un véritable engagement politique? La survie du modèle agricole est-elle compatible avec nos engagements environnementaux? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Inédit. La pétition contre la loi du plomb affole les compteurs. Elle a largement dépassé le 1 million de signatures en une dizaine de jours. Elle demande l'abrogation du texte assimilé, je cite, à une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Gérard Bernheim est apiculteur, il fait partie des signataires. Le gouvernement ne pourra pas ignorer qu'il y a une réaction populaire à ce texte.
Au centre de la contestation, la réautorisation de l'acétamipride, un insecticide jusqu'ici permis partout en Europe, sauf en France. Une année, j'ai perdu toutes mes ruches. À cause de quoi? À cause des traitements agricoles. Mise à l'index par des médecins et des défenseurs de l'environnement pour sa dangerosité présumée, ce pesticide ravive en tout cas le débat démocratique en France. Parce qu'elle a dépassé les 500 000 signatures, la pétition peut déboucher désormais sur un nouveau débat à l'Assemblée. Entendre ce que nous disent les Français, il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté. Ne pas revenir sur le texte voté. Laurent Dartois y compte bien. Cet éleveur de porcs dans les Côtes-d'Armor confie son incompréhension face au succès de cette pétition. Si moi on me demande, il y a la fermeture d'un hôpital demain, etc., je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas signer parce que je ne suis pas compétent pour connaître les tenants et les aboutissants de ça. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Français ont des avis sur tout et ne connaissent pas le sujet. Alors, que sait-on des risques de ce néonicotinoïde sur notre santé? Et cette pétition peut-elle encore changer la donne? Les citoyens sont-ils en train de se réapproprier le débat politique? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Véronique Le Floch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la coordination rurale, vous êtes également, bien sûr, éleveuse laitière en bio dans le Finistère. Et vous vous dites que la démocratie participative n'a pas forcément une légitimité, mais vous demandez à ce que les citoyens se prononcent sur la dépendance de la France aux importations. À vos côtés, Philippe Grandcola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS. Votre livre Fake or Not, biodiversité, est paru en novembre 2024 aux éditions Tana. Pour vous, le pesticide prévu par la loi Duplon est le produit le moins toxique de tous les produits toxiques, mais autant choisir, dites-vous, entre la peste et le choléra. Très peu d'études ont été faites car cela coûte cher et pourtant les premiers résultats étaient alarmants, notamment pour la santé des enfants. Et puis Marie Bellan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux Échos en charge des sujets environnement et climat. Selon vous, il est difficile pour l'agriculture française de se passer des pesticides parce que les solutions alternatives qui existent, dites-vous, sont coûteuses et compliquées à mettre en place. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et le mot du jour. Alors, c'est très précisément un acronyme, Jean-Mathieu. EFSA pour European Food Safety Authority, ou l'autorité européenne de sécurité des aliments. En bon français, c'est l'agence qui fournit à la Commission européenne des données scientifiques sur les risques liés à l'alimentation. Et dans son dernier rapport rendu en mai 2024, eh bien, l'institution recommandait de réduire drastiquement l'utilisation de l'acétamipride. L'agence préconisait même de diviser par 5 les seuils actuellement autorisés en Europe. D'ailleurs, les nouveaux seuils seront imposés partout, qui seront imposés partout dans l'Union européenne dès le 19 août prochain. Mais malgré cela, l'acétamipride reste autorisé partout sur le territoire européen jusqu'en 2033, sauf en France, on l'aura compris, et il serait le moins toxique des néonicotinoïdes, si l'on en croit l'EFSA. L'acétamipride serait 1000 fois moins toxique pour les abeilles. Je me tourne vers vous, Philippe Grandcola, vous, le chercheur au CNRS. On n'y comprend plus rien. Il est dangereux ou pas, cet acétamipride, pour l'environnement? Alors effectivement, l'acétamipride, c'est un néonicotinoïde. Ce sont des molécules qui sont 1000 à 10 000 fois plus toxiques que leurs devancières d'il y a quelques décennies. Donc ce sont des molécules qui sont extrêmement toxiques et qui sont efficaces à des doses extraordinairement faibles, ce qui veut dire que s'il en reste des traces dans l'environnement, elles vont continuer à nuire à l'ensemble du vivant, en particulier aux insectes, bien sûr, qui sont ciblés. Néanmoins, pour ce qui concerne l'acétamipride, on est placé aussi devant une circonstance qui est particulière. C'est l'avis des agences réglementaires qui se basent sur les connaissances scientifiques, mais avec un cadre réglementaire qui ne leur permet pas toujours de prendre en compte l'ensemble des connaissances qui sont disponibles et puis de prendre aussi en compte finalement la prospective que l'on pourrait avoir, notamment sur des questions de toxicité chronique. Ces agences se basent sur des tests qui regardent quelle dose il faut pour arriver à tuer, par exemple, la moitié des abeilles qu'on aurait dans un élevage. C'est un peu comme si on faisait sur un humain un test où on essayait de voir jusqu'à combien de bouteilles d'un alcool fort on aurait besoin pour le faire tomber raide mort. Il est bien évident que ça n'a rien à voir avec le fait, par exemple, d'estimer, d'évaluer le danger d'une consommation d'alcool assez exagérée que l'on aurait en tant qu'humain pendant plusieurs décennies. Donc ce problème de toxicité chronique aujourd'hui, il est sous-estimé, y compris aussi les effets cocktails avec, par exemple, des fongicides qui restent aussi à l'état de trace dans l'environnement. Pour prémunir des champignons. Véronique Le Floch, quand vous écoutez le chercheur au CNRS qui est assis juste à côté de vous, ça ne vous inquiète pas ?
Eh bien, écoutez, on sait qu'il y a parmi ces néonicotinoïdes, il y en a 5. 4 sont extrêmement dangereux. Et on le reconnaît, tout le monde le reconnaît. L'acétamipride, c'est ce que vous avez dit, 1000 fois moins toxique pour les abeilles. On va même jusqu'à 4000 fois moins toxique si l'on se fie aux études faites par l'EFSA et d'autres organismes. Donc, on regarde, comme l'a dit Philippe Grandcola, la dose létale pour faire disparaître la moitié d'une population d'abeilles. Et c'est là qu'on se rend compte que, justement, on obtient ces résultats. Nous, agriculteurs, nous ne sommes pas des scientifiques, mais ce que nous l'utilisons parce qu'ils sont en général autorisés. Et ce que l'on ne peut pas comprendre, c'est que pour nous, ils ne seraient pas autorisés alors qu'ils le seraient ailleurs. Et surtout que nous, par exemple, pour la betterave, le néonicotinoïde, l'acétamipride, est utilisé en enrobage de semences. Et la betterave, c'est pas une plante qui fait des fleurs. Donc c'est là qu'on aimerait avoir justement la compréhension de la part de tous les citoyens, parce que nous, agriculteurs, nous ne sommes ni des dealers, ni... Enfin, on n'utilise pas de l'argent sale, on ne fait pas de l'argent sale, mais tout ça, à un moment, on a l'impression vraiment d'être les victimes. Alors, un mot tout de même, Marie Bellan, justement, si on prend un peu de recul, on a l'impression que dans ce genre, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on parle de néonicotinoïdes ni de pesticides, mais on a l'impression qu'il y a toujours plein d'études qui s'affrontent. Il n'y a pas de normes comme le tabac. L'alcool, le tabac, on dit, c'est mauvais, il ne faut pas fumer, il faut boire un verre, pas plus que ça. Pourquoi, là, dans ce domaine-là, il y a tellement d'études qui s'affrontent et il n'y a pas de normes? Alors, cela dit, je fais une parenthèse sur le tabac. Il y a eu longtemps ces discussions quand même dans des décennies précédentes. C'était à peu près les mêmes débats, d'ailleurs. C'est ça, bah voilà, oui. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est vrai qu'il y a effectivement des études qui doivent être peut-être complétées, qui sont très coûteuses, surtout quand on doit les faire à une grande échelle. Après, moi, j'entends aussi l'argument de dire, bon, c'est pas une substance aussi toxique que l'autre, elle l'est quand même. Donc, et peut-être que le défaut quand même de cette loi, si on doit en parler spécifiquement, puisque la pétition c'est sur cette loi, c'est que finalement, le texte tel qu'il est écrit, il n'encadre pas très bien non plus quand même cet usage dérogatoire. Il n'y a pas tellement de durée limitée, il y a une clause de revoyure dans 3 ans, mais bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas quel type de culture. Et vous parliez de l'EFSA, l'EFSA, elle autorise l'acétamipride jusqu'en 2033, mais c'est pas open bar. Enfin, je veux dire, c'est avec des doses bien précises. Et des seuils. Voilà. Donc, je veux dire, il faut quand même garder à l'esprit que ces substances, même s'il y a des degrés de dangerosité entre les différentes molécules, elles restent quand même dangereuses. Donc on ne peut pas dire qu'on peut les utiliser sans avoir à l'esprit qu'il y a des répercussions quand même sur la biodiversité. On va voir juste avant, pourquoi, justement, pour bien comprendre ce débat, pourquoi il y a des gros enjeux autour de la betterave sucrière avec vous. Julia, il y a un réel enjeu économique, pourquoi ça alors? Alors parce que la betterave n'est pas juste cultivée pour finir dans des jolies assiettes d'été. La betterave dont on parle ici, elle n'est pas rouge, mais elle est blanche. Elle sert surtout à produire du sucre, mais aussi du bioéthanol avec ses racines, on voit, qui sont transformées. Les champs de betteraves sucrières se trouvent principalement dans le nord et l'est de la France. Et la filière de la betterave, c'est 23 000 agriculteurs, 400 000 hectares et 70 000 emplois indirects. Résultat, la France est le premier pays producteur européen de sucre et de bioéthanol. La betterave est donc un pilier de l'agriculture française, mais le secteur, depuis quelques années, se sent de plus en plus menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a la jaunisse, cette maladie, ce virus qui est transmis par des pucerons verts et qui s'attaque aux betteraves, notamment à leurs feuilles. Il y a 4 jours, la Confédération générale des planteurs de betteraves a alerté sur le retour des symptômes de la jaunisse dans plusieurs régions. Des symptômes qui, je cite dans le communiqué, font redouter le pire aux betteraviers. C'est pour ça que la filière des betteraviers attend fébrilement le retour donc des néonicotinoïdes. Philippe Grandcola, est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment même à des enjeux économiques qui priment finalement sur le sanitaire? Alors, si je vous disais aujourd'hui, le BTP réclame la réintroduction de l'amiante comme un isolant thermique dans les maisons, est-ce qu'on n'arrive pas à faire sans économiquement? Est-ce que vous diriez oui, on va le faire? Là, on a le même souci avec l'acétamipride, les néonicotinoïdes. Encore une fois, sur une échelle de toxicité, l'acétamipride est moins toxique que certains autres, mais est extrêmement toxique à de très faibles doses et va mettre en péril la production d'autres productions agricoles qui sont basées sur la pollinisation, ce qui n'est pas le cas de la betterave. Je veux rectifier aussi plusieurs choses qui sont inexactes. L'EFSA ne fait pas d'études, l'EFSA collecte des études qui sont faites selon certains protocoles. Et donc, elle dépend quelque part de l'état des connaissances.
Et si l'état des connaissances n'est pas suffisant, elle peut produire des autorisations qui ne sont pas très correctes, ce qui est le cas actuellement. Et troisième chose, l'acétamipride n'est pas limité à la parcelle de traitement, et il y en a beaucoup, hein, il y a 23 000 exploitations qui font de la betterave à sucre en France, donc ça fait beaucoup de parcelles avec beaucoup de pollution possible. L'acétamipride, en fait, est en solution dans l'eau, et on l'a même retrouvé dans l'eau de pluie au Japon. Donc c'est un produit qui reste pendant des dizaines de jours dans le milieu naturel, qui va finalement permettre une exposition importante à un polluant qui est particulièrement toxique pour les insectes, qui est nocif pour la production agricole dépendant des pollinisateurs. Et puis on va le voir peut-être pour la santé humaine, il y a des présomptions de risque qui sont très importantes. On sort de l'Europe, vous parliez du Japon à l'instant, c'est-à-dire que dans le cycle de l'eau, on va le voir sur cet écran, les résidus en fait d'acétamipride peuvent se retrouver finalement dans les nuages et retomber en précipitation. Qu'est-ce que vous répondez à cette étude et au fait que l'acétamipride, des néonicotinoïdes peuvent se retrouver sur des insectes dans les champs, peu importe où ils ont été diffusés? Alors, je reviendrai déjà sur les producteurs de betteraves, juste pour dire que oui, ils sont peut-être 23 000 producteurs en France, mais c'est uniquement 1,4% de la surface agricole utile. L'acétamipride est moins nocif que les autres néonicotinoïdes, on l'a dit, mais aujourd'hui, en substitut, nos agriculteurs, qui, s'ils n'ont pas de traitement, perdent jusqu'à 40-50% de leur récolte, ont des alternatives qui consistent à pulvériser, et avec des passages qui sont en nombre de 2, 3, 4, tous les 15 jours. Donc, est-ce que cette solution a des résultats? C'est cette évolution, mais on n'avance pas si vite que ça, puisque des moyens ont été mis en place, mais est-ce que 20 millions d'euros qui ont été mis sur la table avec Marc Fesneau ont été suffisants? On a l'impression que les agriculteurs attendent, ils voudraient faire autrement, mais... Donc vous nous dites que les agriculteurs sont prêts à faire autrement, qu'il existe des solutions alternatives, mais que là, pour l'instant, c'est l'État qui ne le souhaite pas. En fait, ce n'est pas l'État qui ne le souhaite pas, c'est que nous, on prend ce qui nous vient, les solutions telles qu'elles nous viennent. Ça fait 20 ans que l'on sait, depuis la loi sur la reconquête pour la biodiversité, que les néonicotinoïdes, tous, y compris l'acétamipride, posent problème, qu'on les a interdits pour partie, et puis réautorisés de manière dérogatoire. Ça fait 20 ans que la filière sucre, on lui dit qu'elle va devoir s'adapter. L'ANSES a publié plusieurs études encore en 2018 et en 2021 qui expliquaient toutes les alternatives disponibles et possibles. Les pertes de rendement sur la betterave ne sont pas liées au virus qui cycle dans les parcelles sans assolement en reprenant d'une plante et d'une génération à l'autre. Là, la jaunisse est un problème qui est lié à un type de culture qui pose souci. Alors Marie Bellan, on assiste quand même à une mobilisation en quelque sorte de la communauté scientifique. Il y a eu cette lettre ouverte de 1000 chercheurs contre la loi du plomb, une menace de démission du président de l'ANSES, une prise de parole aussi de la Ligue contre le cancer. C'est assez rare pour le souligner. Certains scientifiques affirment que ça crée des problèmes, notamment chez le fœtus, des problèmes de neurodéveloppement. En fait, concrètement, quels sont les risques pour les êtres humains? Et puis, qu'est-ce que ça dit, cette mobilisation du corps scientifique? Alors, peut-être que sur les risques sur la santé humaine, Philippe Grandcois sera mieux placé que moi, parce que c'est lui l'expert, hein, je ne suis pas scientifique. Mais c'est vrai qu'ici, il y a des soupçons de risques sur la santé humaine, il faut les entendre. Et c'est vrai qu'il y a eu cette grande mobilisation, à la fois de collectifs contre le cancer. Et je pense que c'est ça qui explique aussi un des succès de cette pétition, c'est qu'en fait, ça touche des sujets du quotidien pour les gens. Et en fait, c'est leur santé, l'eau potable, parce qu'on a beaucoup entendu effectivement les captages d'eau qui sont pollués par les pesticides, par les nitrates. Je ne parle pas spécifiquement d'acétamipride ici, mais il y a quand même en France plus de 4000, je crois, captages d'eau qui ont été fermés ces dernières années parce qu'ils sont pollués par des pesticides et des nitrates. Et ça, les gens l'entendent. Et récemment, alors je fais un parallèle, mais ce ne sont pas des pesticides, donc je ne fais pas d'amalgame, mais ça a dû marquer les esprits. Vous avez dû voir que dans certaines communes du Grand Est, l'eau potable a été coupée parce qu'elle est polluée par des PFAS notamment. Alors, ce ne sont pas des pesticides, je le répète, mais c'est quand même de la pollution. Et je pense que ça a joué aussi sur l'inconscient collectif pour dire, finalement, ces sujets de polluants, de toxiques, ça joue sur l'eau du robinet. Enfin, quand on coupe l'eau du robinet dans une commune, je pense que ça doit faire un choc quand même. Très concret, on a fait quelque chose de très concret. Allez, on va aller faire un petit tour, justement, du côté de notre étagère à archives, justement, pour mieux comprendre que ce débat n'est pas nouveau. On va remonter jusqu'en 2019. Aux États-Unis, l'affaire Johnson contre Monsanto secoue l'opinion, car pour la première fois, un lien est fait entre l'utilisation d'un herbicide et un cas de cancer. Et c'est un jugement qui a fait date. Lorsqu'on regardait leur publicité à la télévision, on avait l'impression qu'il n'y avait absolument aucun risque. Aucune mention non plus sur les étiquettes
de ce produit phare de la marque Monsanto à base de glyphosate. Dwayne Johnson l'a également massivement utilisé, jusqu'à 500 litres par jour, aspergé dans les écoles dont s'occupait ce jardinier californien. Résultat, un lymphome et un cancer de la peau qui ronge tout son corps. Ça, c'est supportable. Mais ça finira par me tuer. Il a été le premier à faire plier Monsanto. En août 2018, la firme a été condamnée à lui verser 289 millions de dollars. Voilà, Véronique Le Floch, on le voit sur ce genre d'inquiétude et ce genre de cas très concret. Ça veut dire que, est-ce qu'on ne doit pas appliquer tout simplement le principe de précaution pour ce néonicotinoïde si particulier et qui aujourd'hui mobilise les Français? Je rappellerai quand même, plus d'1 million de personnes ont signé une pétition. Alors, je suis étonnée que l'on n'ait pas évalué les cas de cancer chez les agriculteurs utilisateurs de ce produit et de voir si leurs enfants, eux aussi, étaient atteints de quelconque maladie que ce soit. Juste, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais... Parmi les néonicotinoïdes, il y en a un qui est bien plus dangereux, et on en a parlé, et qui se retrouve dans les colliers antipuces pour les chiens. Et là, on ne l'interdit pas. Mais en quantité infinitésimale, vous le savez, c'est en dose homéopathique, quoi. Non, mais je crois que la concentration est jusqu'à des milliers de fois supérieure. C'est effectivement un problème, hein. C'est qu'on a dans les biocides domestiques des produits tout aussi toxiques que ceux qu'on voudrait mettre en plein champ et qui devraient être interdits. Mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'on les autorise de manière absurde dans un habitat domestique et qu'on les retrouve après dans le liquide céphalorachidien des enfants, par exemple, hein, qu'on doit l'autoriser en plein champ. Mais effectivement, c'est un problème d'utiliser des biocides de ce type. Alors, Marie-Mélange, je le disais, justement, une pétition avec 1 million de signatures, c'est du jamais vu pour l'instant. Un débat donc, devrait s'ouvrir sans vote au mois de septembre prochain à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va changer, à votre avis, sur la manière dont on perçoit justement ces problèmes ? Désormais. Alors, déjà, ce que ça va changer peut-être sur le point législatif, c'est sûrement pas grand-chose à ce stade, parce qu'une pétition, c'est pas la même chose que le référendum d'initiative populaire qu'on connaît aussi. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Là, ça sera au mieux un débat. Après, on peut espérer quand même que même si juridiquement, ça n'a pas une portée incroyable, médiatiquement et politiquement, ça a du poids. Et c'est vrai qu'on voit mal comment le président de la République, peut-être, pourrait décider de ne pas promulguer la loi ou d'exiger une nouvelle délibération sur cette loi, sachant qu'il y a effectivement plus d'1 million de personnes qui l'ont signée en quelques jours. Et ce que je trouve remarquable, c'est que ce n'est pas une pétition qui a été initiée par des ONG militantes ou enfin la jeune fille qui a initié cette... On ne sait pas très bien, enfin elle a 23 ans, elle se réclame d'aucun parti, mais c'est vrai que c'est pas les modèles de contestation habituels, même si les réseaux sociaux et la viralité des réseaux sociaux jouent beaucoup quand même sur la popularité de cette pétition, c'est sûr. Mais enfin je trouve ça intéressant parce que c'est la société civile vraiment là qui s'est engagée et on avait un peu l'impression que c'était fini cette époque où il y avait des marches pour le climat, c'était en 2019, des étudiants, des lycéens, tout ça on le voyait quand même plus trop depuis la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Donc là, on se dit, est-ce que ce mouvement est en train de reprendre ou pas? Est-ce que c'est bon signe ou pas? Je n'en sais rien. J'observe juste qu'il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport au militantisme écologique traditionnel. En tout cas, pour le porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon, Julien Audoul, qui a voté la loi du plomb le 8 juillet dernier, eh bien, cette pétition dont vous parliez, signée par plus d'1 million de personnes, ne serait que des informations manipulées par la gauche. Écoutez-le. Aujourd'hui, cette pétition, elle est orchestrée, elle est savamment instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche, LFI et Verts principalement, qui veulent s'en prendre à nos agriculteurs, qui considèrent que la concurrence déloyale qui les frappe est insignifiante. On est en train de se tirer une balle dans le pied avec des surtranspositions de normes qui ne sont pas agréées dans les pays de l'Union européenne, de produits que l'on fait venir chez nous. Donc, mais Julien, il faut savoir ce qu'on fait. Véronique Le Floch, est-ce qu'on peut vraiment parler de manipulation quand on sait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont signé cette pétition, répartie un peu sur tout le territoire? Alors, ce qui serait intéressant de connaître, c'est les connaissances de ce million de signataires. Quelles connaissances exactes ils ont du sujet? Est-ce qu'ils l'ont étudié en profondeur? Est-ce qu'ils ont les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas de fleurs sur une betterave? Est-ce qu'ils savent que 90% des noisettes sont importées? Est-ce qu'ils ont conscience que, justement, à tuer l'agriculture française, même si on aimerait avoir des alternatives et on n'attend que ça,
est-ce qu'ils savent que demain, tous ces produits se retrouvent quand même dans leur assiette parce qu'ils ont été utilisés pour la production des produits importés? Oui, la betterave, effectivement, c'est une racine qu'on récolte avant la fleur. Le problème, c'est que tous les produits qu'on met autour des graines ou qu'on pulvérise dessus, en fait, se retrouvent dans les parcelles adjacentes, tout simplement parce qu'ils sont solubles dans l'eau. Donc le fait que la betterave ne fleurisse pas, ou en tout cas qu'on la récolte avant la fleur, n'est pas, en fait, malheureusement, un argument pour traiter les champs de betterave. Sur la question des pétitions, moi, je trouve que c'est intéressant, effectivement, de voir cette dynamique. Je n'irai pas discuter de l'expertise des gens qui ont signé cette pétition, pas plus que j'irai discuter de l'expertise du sénateur Duplon, par exemple, par rapport à des questions scientifiques. Je pense que là, on est dans un autre domaine, on est dans un domaine d'expression publique, et moi, je souhaite simplement, en tant que scientifique, que la connaissance scientifique, même en deçà des agences réglementaires qui ont quelquefois des difficultés réglementaires pour la prendre en cause, puisse être prise en compte dans les décisions des autorités. Alors Marie Bellan, il y a la pétition qu'on vient de voir, un gros succès, mais il y aura donc le 18 août prochain, au plus tard, d'ailleurs, l'avis du Conseil constitutionnel sur cette loi. Là, il y a des chances tout simplement qu'elle puisse être retoquée. Ouais, ce sera vraisemblablement un petit peu plus tôt, je pense, que le 18 août. D'accord, c'est ça, j'ai l'impression. Mais non, effectivement, il y a donc un recours qui a été fait par des parlementaires, à la fois sénateurs de gauche et écologistes, et puis aussi à l'Assemblée par les députés, sur cette loi auprès du Conseil constitutionnel, sur notamment deux principes, le principe de non-régression environnementale et le principe de précaution. Alors bon, on ne sait pas encore ce que le Conseil... Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel va être influencé par cette pétition. Il ne devrait pas l'être. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision en droit. Mais c'est vrai que les choses se regardent, parce qu'il y a effectivement ce principe quasi dans la Charte de l'environnement, dont on fête d'ailleurs les 20 ans cette année. Alors, je ne sais pas si ça va aussi s'influencer, mais il y a quand même un peu une charge de l'histoire. Mais voilà, le Conseil constitutionnel va se prononcer vraisemblablement la semaine prochaine pour dire si oui ou non ces articles... Alors, il peut censurer une partie des articles, il peut demander simplement des précisions, mais il faut quand même avoir en tête que c'est une proposition de loi. Elle n'est donc pas passée par le Conseil d'État avant d'être examinée par les assemblées. Une chose, Véronique Le Floch, excusez-moi, mais rapidement, si jamais cette loi ne passe pas, est retoquée, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des mobilisations comme nous avions eu en janvier 2024 ? Eh bien, c'est une condamnation, ou ça serait une condamnation de plus des agriculteurs qui ont vu dans cette semi-dérogation ou réintroduction de l'acétamipride pour 3 ans, ils voyaient un peu d'espoir par rapport à leurs concurrents qui sont italiens, qui sont espagnols. Juste dire encore quand même que avec l'arrêté pollinisateur, on ne traite pas au moment où les abeilles sont de sortie. Et le produit disparaît par miracle d'ici le lendemain. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. Allez, dans un instant, avec Théophile Cossa et Marjorie Adelson, nous poserons les vraies questions également, et notamment comment ça marche de se faire opérer par un robot, et oui, et pourquoi une banane exposée au centre Pompidou de Metz a-t-elle fini grignotée dans la bouche d'un visiteur du musée? Oui, il y en a des énigmes dans cette émission tout de même, mais avant ça, après le week-end forcément très reposant, il est peut-être temps de prendre une douche de culture générale. Celui qui tient le jet d'eau s'appelle Victor de Quiver, et une nouvelle fois, il va tenir sa promesse de l'été, puisque ce soir, comme chaque soir, il en a fait le serment, vous dînerez moins bête. Comment bien battre ses enfants? La question vous paraît farfelue, voire tout à fait perverse, et pourtant, dans l'histoire, elle s'est souvent posée. Tout débute quelques siècles avant notre ère avec cette intuition fameuse. Pour former des guerriers résistants à Sparte, il faut les soumettre à la violence le plus tôt possible. Pourquoi ne pas dès lors organiser chaque année un concours de résistance à la flagellation? Et si possible en public, qu'on puisse mesurer le courage des adolescents. Certains meurent sous les coups, certes, mais les autres sont transformés en héros. À l'époque, il ne s'agit pas de punir, mais d'initier. Plus un jeune Spartiate supporte les coups sans broncher, plus il prouve sa valeur. Au Moyen-Âge, changement d'ambiance, car comme le dit ce célèbre proverbe biblique, qui épargne le bâton à son fils, le hait. Les monastères regorgent donc d'idées pour inventer des machines à torturer les enfants. Je vous présente la férule. Cette règle plate destinée à frapper sur les doigts est digne des pires bourreaux. Martinet à plusieurs lanières, verge de bouleau, fouet à nœuds, le catalogue est riche. Dans la salle capitulaire, les moines pratiquent aussi le chapitre des coulpes, un rituel simple et sadique où chaque enfant s'accuse publiquement de ses fautes devant la communauté. Les fautes sont classées selon leur gravité. Chaque confession est un exercice d'autoflagellation morale qui se transforme en autoflagellation tout court. L'idée est simple, il faut briser la volonté de l'enfant par la douleur pour purifier son âme. Comme chacun sait, l'enfant naît pécheur, il mérite donc correction.
le XVIIIe siècle pousse le délire à son paroxysme. En Allemagne, certains pédagogues développent des méthodes dignes des pires tortionnaires. Un manuel recommande par exemple de différer la punition, créant une angoisse psychologique. L'enfant attend des jours son châtiment, le redoutant à chaque instant. Comme quoi, c'était pas toujours mieux avant. Mais vous dînerez moins bête. Merci Victor de Kiversité, une nouvelle fois passionnant. Allez, il est temps de les retrouver, Théophile Cossa et Marjorie Adelson. On commence avec vous, Théophile, et serons-nous bientôt opérés par des robots? Voilà, telle est la question. Le congrès international de chirurgie robotique se tenait jusqu'hier à Strasbourg. Y étaient présentées les toutes dernières innovations. Alors Théophile, racontez-nous la chirurgie du futur. Comment ça marche? Eh ben, ça marche avec des robots dopés à l'IA, comme le SRTH, le Surgical Robot Transformer Hierarchy. Ça fait un peu Transformers comme nom, développé par l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Ce robot vient de réaliser solo 8 ablations de vésicules biliaires. Et vous savez combien est-ce qu'il en a raté? Pas une, évidemment. Il s'est adapté aux pièges, aux imprévus. Il a lui-même corrigé ses erreurs. Les scientifiques qui le testaient n'ont pas eu à intervenir une seule fois. Le robot a appris en regardant des vidéos de vrais chirurgiens en train de faire l'opération. Et alors, bien sûr, il ne s'est pas entraîné, vous en doutez, sur des vrais humains, mais sur des patients artificiels super réalistes, qu'on fabrique notamment avec des organes de cochon qui ont une anatomie assez proche de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de ces mannequins n'était exactement pareil. Vous savez, c'est un peu comme nous, on a tous des différences physiques. La tuyauterie n'est pas précisément au même endroit pour tout le monde, si je puis dire. Et ben malgré ça, le robot a fait un sans faute. Alors c'est assez fou. Et c'est opérationnel ou pas? Ben non, pas encore. Alors déjà, le robot a été plus lent qu'un chirurgien humain. Ensuite, évidemment, avant que ça soit opérationnel, il faudra encore lui faire passer de très nombreux tests. Et d'ailleurs, l'idée n'est pas de remplacer l'homme. Il y aura toujours un contrôle humain, mais ça illustre bien les progrès technologiques considérables qu'on est en train de faire en ce moment dans les blocs opératoires. Oui, parce que la robotique est de plus en plus présente dans la chirurgie. Oui, il y a par exemple le robot Da Vinci, créé il y a 25 ans, de plus en plus répandu. Vous allez le voir sur ces images, 4 bras articulés, dont un équipé d'une caméra 3D. Le chirurgien opère avec 2 manettes en regardant un écran depuis une console à côté. Ça marche très bien, ça permet de faire de la chirurgie micro-invasive. En gros, d'éviter d'ouvrir le patient en entier. Il va se remettre beaucoup plus vite. Et ce type de technologie permet aussi d'envisager la téléchirurgie. C'est très sérieux. C'est l'un des autres sujets du congrès de Strasbourg ce week-end. Strasbourg, la ville où a justement été réalisée la toute première chirurgie à distance. C'était en 2001. Le professeur Jacques Maresco avait opéré from New York, s'il vous plaît, à une patiente qui était à Strasbourg. Depuis, plus de 1000 opérations à distance ont été réalisées dans le monde. Et c'est tout sauf gadget. Aujourd'hui, entre 4 et 5 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à des soins chirurgicaux fiables et abordables. Pour soigner tout le monde, il va donc falloir en construire beaucoup des robots. En effet, oui. Merci beaucoup Théophile. Allez Marjorie, avec vous, on va parler art contemporain. Et oui, il était temps. Alors la banane, voilà justement, alors la banane, la plus chère du monde, fait encore parler d'elle. Oui, elle est de retour. Plus de 6 millions de dollars dévorés en quelques secondes. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette œuvre. La voilà, une banane donc scotchée à un mur avec un ruban. L'œuvre est intitulée Comédiane et on la doit à Maurizio Cattelan. C'est un artiste italien. Elle avait été présentée en 2019 en 3 exemplaires et l'artiste avait voulu justement interroger sur la valeur de l'art contemporain. Eh bien, il y a quelques jours, alors qu'elle était exposée au musée Pompidou-Metz, un touriste néerlandais l'a décrochée, épluchée avant de l'engloutir. Voilà ce qu'il a déclaré au journal Le Républicain lorrain. Je voulais juste goûter un fruit à 6 millions de dollars. Ben pourquoi pas, voilà. Ça se conçoit. C'est une manière très personnelle de s'interroger sur la valeur de l'art. Alors, l'histoire ne dit pas s'il a particulièrement apprécié son goût. Quoi qu'il en soit, le musée a remplacé la banane en quelques minutes. Il faut dire qu'en réalité, ils ont l'habitude, parce que même si elle vaut très cher, cette banane, elle n'est pas encore impérissable. Et donc, pour éviter les mouches et la pourriture, elle est donc régulièrement remplacée. Mais normalement, ça se fait loin du regard des visiteurs. Objectif, garder un petit peu une part de mystère. Alors Marjorie, c'est pas la première fois que cette banane est dévorée. Non, c'est même la 4e. Alors évidemment, à chaque fois qu'elle est mangée, son prix, il grimpe. Et ça relance donc ce fameux débat sur qu'est-ce qui différencie un objet d'une œuvre d'art et surtout, qu'est-ce qui lui donne de la valeur.
Déjà, la polémique. Selon le New York Times, la banane initiale a été achetée auprès d'un modeste vendeur de rue qui est originaire du Bangladesh. Prix d'achat 0,35 centimes. Revendu donc, on le sait, plusieurs millions de dollars. Très rentable, c'est même ce qu'on appelle une sacrée plus-value. Or, l'artiste a refusé de le reverser à ce vendeur quoi que ce soit. Polémique aussi parce que le prix de vente n'inclut ni les bananes à changer, ni le scotch qu'il faut lui aussi régulièrement changer. En revanche, le certificat d'authenticité, lui, est fourni, ainsi que les rebondissements garantis. Surtout que la polémique, elle ne s'arrête jamais, puisque la banane, en fait, elle est régulièrement mangée. En 2023, par exemple, c'est un étudiant coréen qui l'avait dévoré, affirmant qu'il avait eu soudainement faim. En 2024, pourquoi pas, c'est un riche entrepreneur chinois qui l'avait dégusté cette fois devant les caméras, juste après l'avoir acheté pour 6 millions de dollars. L'idée était de créer une sorte de spectacle, justement, autour de l'œuvre. Pour revenir, cette fois-ci, à notre touriste néerlandais, qui lui aussi l'a mangé quand même, la banane, eh bien, il ne subira aucune poursuite. En revanche, il a déçu l'artiste, apparemment. Maurizio Cattelan estime qu'il a confondu l'œuvre et le fruit. Il aurait donc dû manger, selon lui, la banane et le scotch. Évidemment, il fallait y penser quand même. C'est sûr qu'en tout cas, un petit passage aux urgences gastriques aurait sans doute fait grimper le prix. C'est ce qu'on appelle une banane flambée. Oui, oh là là, bien joué, bravo. Voilà, et ça vaut cher aussi, ce type de jeu de mots. Merci à vous, merci mes amis, à suivre sur Arte, quand Denis de la Patelière verse un peu de vitriol sur la bourgeoisie d'affaires, aidé par Michel Audiard et Jean Gabin. Ça donne les grandes familles, et forcément, ça ne se rate pas. Nous, on se retrouve demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.